Il existe dans les archives humaines des récits que l'on classe à la frontière entre le fait historique et l'inacceptable. Non pas parce qu'ils manquent de témoins, mais parce qu'ils brisent trop violemment ce que l'on croit savoir de l'ordre du monde. Et l'un de ces récits commence dans la première moitié du XIXe siècle, à une époque où la richesse, le sang et la terre définissaient la valeur d'un homme. Sur un domaine isolé appartenant à un aristocrate européen exilé, connu dans les registres sous le nom de baron Wilhelm van Harden. Un homme dont la fortune ne venait pas de titres anciens, mais de routes commerciales obscures reliant l'Europe, l'Afrique et les colonies. Un homme qui avait quitté les salons policés du continent après y avoir laissé derrière lui trop de questions, trop de morts accidentelles, trop de partenaires ruinés, pour s'installer dans une région lointaine où le pouvoir ne se discutait pas mais s'imposait. Un territoire agricole vaste coupé du monde, où des dizaines d'hommes travaillaient sous sa loi, et où Van Harden avait recréé un système qui lui permettait d'exercer un contrôle total, non seulement sur les corps, mais sur la peur elle-même. Car il croyait profondément que l'autorité ne se maintient pas par la violence directe, mais par la certitude que la violence peut surgir à tout instant. Et c'est dans ce décor que naquit une obsession qui allait le perdre. Une obsession pour les animaux réputés impossibles à dominer, et plus précisément pour les taureaux, qu'il considérait comme l'expression parfaite de la force brute, imprévisible et destructrice. Une force qu'il admirait autant qu'il désirait la posséder, au point de faire venir sur son domaine des bêtes sélectionnées pour leur agressivité extrême, certaines ayant déjà tué des hommes, et de les enfermer dans un enclos renforcé de bois épais et de métal, un espace conçu non pour l'élevage, mais pour la démonstration. Car Van Harden aimait montrer à ses invités ce qu'il appelait la vérité de la nature, répétant que toute civilisation n'était qu'un vernis fragile posé sur une violence originelle, et qu'un homme digne de ce nom devait être capable de regarder cette violence sans détourner les yeux. Mais au cœur même de ce domaine vivait aussi un homme dont personne ne connaissait vraiment l'origine, un homme appelé Tobias dans les registres, un nom donné, jamais expliqué. Un homme silencieux, discret, dont l'âge restait incertain et dont le regard dérangeait ceux qui le croisaient, parce qu'il semblait toujours en savoir plus qu'il ne disait. Tobias n'était ni un meneur ni un provocateur, il ne cherchait pas à s'imposer parmi les autres, et pourtant, sans qu'il le veuille, quelque chose autour de lui résistait à l'ordre établi. Car les animaux se comportaient différemment en sa présence. Les chevaux nerveux se calmaient, les chiens cessaient d'aboyer lorsqu'ils passaient, et même les bêtes sauvages observées aux abords du domaine semblaient ignorer sa présence avec une confiance inexplicable. Un détail que les hommes remarquaient sans jamais oser en parler ouvertement, car dans ce monde-là, ce qui échappe au contrôle finit toujours par attirer la colère de ceux qui commandent. Et Van Harden finit par remarquer lui aussi cette anomalie, d'abord avec curiosité, puis avec méfiance, car pour lui, toute chose qui ne répondait pas à sa volonté représentait une menace. Et cette menace prit une forme concrète lors d'une soirée organisée pour des notables locaux, où l'alcool, l'orgueil et la démonstration de pouvoir se mêlèrent dangereusement. Lorsqu'au cours d'une visite de l'enclos des taureaux, sous les rires nerveux des invités, les bêtes jusque-là furieuses cessèrent brusquement toute agitation à l'approche de Tobias, comme si un signal invisible venait d'être donné. Un silence brutal qui fit reculer plusieurs hommes, car la violence attendue n'était pas venue. Et ce silence fut plus terrifiant encore que les charges précédentes, car il n'obéissait à aucune logique connue. Et ce fut à cet instant précis, lorsque l'un des invités laissa échapper une remarque maladroite, soulignant que l'homme semblait exercer plus d'autorité sur les taureaux que leurs propriétaires, que quelque chose se brisa dans l'esprit de Van Harden. Car l'humiliation publique, surtout lorsqu'elle vient de ce que l'on considère comme inférieur, est une blessure que certains hommes ne pardonnent jamais. Et cette nuit-là, dans le calme trompeur de son bureau, le baron prit une décision qui devait, pensait-il, restaurer l'ordre naturel des choses. Une décision simple, définitive et irréfutable.
enfermer Tobias dans l'enclos avec les bêtes les plus dangereuses du domaine, sans eau, sans nourriture, pendant plusieurs jours, convaincu que la nature reprendrait le droit, que la violence triompherait et que cette anomalie serait effacée aux yeux de tous. Car pour Van Harden, il ne s'agissait pas seulement de punir un homme, mais de prouver au monde que rien ni personne ne pouvait échapper à sa domination. Ignorant alors que certains liens, anciens et profonds, ne relèvent ni de la force ni de la peur, mais d'un langage que seuls quelques êtres semblent encore capables d'entendre, et que ce langage allait bientôt fissurer tout ce qu'ils croyaient immuable. Lorsque l'aube se leva sur le domaine de Van Herden, rien ne laissait présager que les événements de la veille avaient déjà dépassé le simple cadre d'une punition exemplaire. Car le baron, convaincu de la justesse de sa décision, ordonna que l'enclos soit scellé et placé sous surveillance constante, non pas par crainte d'une évasion, mais pour que chacun puisse constater, heure après heure, la confirmation de ce qu'il considérait comme une loi universelle, à savoir que face à la violence pure, aucun homme ne peut subsister. Et les premiers instants furent conformes aux attentes. Les taureaux, six bêtes massives sélectionnées pour leur agressivité incontrôlable, tournèrent autour de Tobias avec une agitation fébrile, reniflant l'air, frappant le sol de leurs sabots. Et les hommes postés à distance, armés mais impuissants, retinrent leur souffle en attendant l'attaque inévitable. Pourtant, celle-ci ne vint pas. Et plus les minutes passaient, plus le comportement des animaux devenait déroutant, car au lieu de charger, ils commencèrent à ralentir leurs mouvements, formant autour de l'homme un cercle imparfait, non hostile mais attentif, comme s'ils observaient quelque chose qui leur échappait. Tobias, quant à lui, ne tenta ni de fuir ni de se défendre. Il resta immobile, le regard posé non sur les bêtes, mais légèrement au-delà, dans une posture qui ne ressemblait ni à la résignation, ni à la provocation. Et ce détail troubla profondément les témoins, car l'homme enfermé semblait moins prisonnier que ceux qui l'observaient derrière les barrières. Au fil de la journée, la nouvelle se répandit parmi les travailleurs du domaine, puis au-delà, car dans les régions rurales de cette époque, les récits circulaient plus vite que les ordres officiels, et l'idée qu'un homme puisse se tenir sans être déchiqueté au milieu de taureaux réputés meurtriers éveilla à la fois fascination et crainte, certains murmurant qu'il s'agissait d'un signe divin, d'autres évoquant des pratiques anciennes venues de terres lointaines. Et Van Herden, sentant son autorité menacée, non pas par une révolte, mais par le doute, redoubla de fermeté, interdisant toute discussion et ordonnant que l'expérience se poursuive plusieurs jours, convaincu que le temps ferait ce que la violence immédiate n'avait pas accompli. La nuit venue, des torches furent disposées autour de l'enclos pour maintenir la visibilité, et c'est là que les choses prirent une tournure encore plus inquiétante, car les taureaux, loin de devenir plus agressifs dans l'obscurité, se couchèrent les uns après les autres, disposés autour de Tobias comme une garde silencieuse, un spectacle qui glaça le sang des hommes en faction, car ce comportement allait à l'encontre de tout ce que l'on connaissait du tempérament de ces animaux, et certains jurèrent plus tard avoir vu Tobias poser une main sur l'encolure de l'un d'eux, sans provoquer la moindre réaction hostile. Un geste simple, presque banal, mais qui dans ce contexte prit une dimension insupportable, car il remettait en cause l'ordre hiérarchique sur lequel reposait tout le domaine. Le deuxième jour, loin d'affaiblir l'homme, l'épreuve sembla produire l'effet inverse, car malgré l'absence de nourriture et d'eau, Tobias demeurait debout, lucide, et les taureaux, au lieu de l'ignorer, commencèrent à le suivre dans ses déplacements lents à l'intérieur de l'enclos, non comme une menace, mais comme une suite. Et ce phénomène, observé par un nombre croissant de témoins, fit naître une inquiétude plus profonde que la peur, car il suggérait que quelque chose d'invisible liait l'homme aux bêtes, un lien que ni la force, ni l'autorité du baron ne pouvait rompre. Et Van Herden, confronté à cette perte de contrôle symbolique, ressentit pour la première fois une angoisse qu'il n'avait jamais connue, car son pouvoir, fondé sur la démonstration de la domination absolue, se fissurait sous les yeux de tous, non par un soulèvement armé, mais par un silence obéissant qui n'était pas le sien. Et cette prise de conscience, loin de l'amener à la prudence, l'enferma davantage dans sa détermination, car pour certains hommes, admettre l'erreur équivaut à disparaître, et il préféra s'enfoncer plus loin dans l'expérience, ignorant que chaque heure supplémentaire ne faisait que transformer ce qui devait être une punition en un témoignage irréversible, un récit destiné à survivre à sa propre autorité.
car déjà, bien au-delà des limites du domaine, on commençait à parler d'un homme qui marchait parmi les bêtes sans être touché, et dans un monde régi par la peur et la superstition, ce genre d'histoire ne disparaît jamais vraiment, il attend simplement le moment de revenir réclamer son dû. Au troisième jour, la situation dépassa définitivement le cadre de ce que Van Aerden avait imaginé, car l'enclos, conçu comme un lieu de mort spectaculaire, était devenu un espace d'observation silencieuse où chaque détail semblait chargé d'un sens nouveau. Et ce glissement progressif, presque imperceptible, transforma la curiosité inquiète des témoins en une tension lourde, car plus personne n'attendait réellement l'attaque des taureaux, mais plutôt une rupture, un signe, quelque chose qui viendrait enfin expliquer ce qu'ils voyaient sans pouvoir le comprendre. Tobias continuait de se déplacer lentement dans l'enclos, s'arrêtant parfois de longues minutes, et les animaux, au lieu de s'éloigner, ajustaient leur position pour rester à distance constante, ni trop proches, ni hostiles, comme s'ils répondaient à une règle implicite, et ce comportement répétitif commença à troubler profondément les hommes chargés de la surveillance, car il introduisait une forme d'ordre là où seule la violence était attendue. Certains notèrent que les taureaux semblaient moins réagir aux bruits extérieurs, aux cris, aux coups frappés contre les barrières, mais qu'ils restaient attentifs aux moindres mouvements de Tobias, et cette focalisation exclusive fut interprétée par plusieurs travailleurs comme un renversement symbolique insupportable, car elle plaçait l'homme condamné au centre d'un système d'obéissance qui échappait totalement au baron. Et plus le temps passait, plus la présence de Van Aerden lui-même devenait rare près de l'enclos, non par désintérêt, mais parce que chaque visite renforçait son malaise, car il voyait dans cette scène non pas un miracle qu'il aurait pu dénoncer, mais une remise en cause de son autorité qui ne pouvait être combattue par aucun moyen connu. Et cette impuissance le rendit imprévisible, changeant ses ordres, allongeant puis raccourcissant les périodes de surveillance, cherchant désespérément une faille, un moment où la nature reprendrait ses droits. Mais le quatrième jour, un événement encore plus dérangeant se produisit, car au lever du soleil, on constata que d'autres animaux du domaine s'étaient rapprochés de l'enclos durant la nuit, des bœufs, des chevaux, même des chiens, tous regroupés à distance respectueuse, immobiles, tournés vers l'intérieur, comme attirés par quelque chose qu'aucun homme ne percevait. Et ce rassemblement spontané provoqua une onde de panique contenue, car il donnait à la scène une dimension presque rituelle, comme si l'enclos n'était plus un lieu de châtiment, mais un point de convergence. Et les murmures se multiplièrent, évoquant des récits anciens, des figures errantes capables de parler sans mots aux bêtes, des hommes que l'on disait porteurs d'un ordre plus ancien que celui des lois humaines. Et Van Aerden, conscient que ces histoires pouvaient miner définitivement son autorité, ordonna que l'on chasse les animaux extérieurs à coups de bâton. Mais cette tentative échoua partiellement, car certains refusaient de s'éloigner, revenant quelques heures plus tard, ce qui accentua l'impression que le phénomène échappait à toute logique coercitive. Tobias, de son côté, montrait des signes de fatigue physique évidents, mais aucun signe de peur. Et cette dissociation troubla profondément les témoins, car elle suggérait que la survie de l'homme ne dépendait plus uniquement de son corps, mais d'un équilibre invisible avec les bêtes. Et le cinquième jour, face à la pression croissante et à la rumeur qui commençait à attirer des regards extérieurs indésirables, Van Aerden envisagea pour la première fois de mettre fin à l'expérience, non par compassion, mais par calcul, craignant que ce qui devait affirmer sa domination ne se transforme en légende incontrôlable. Mais cette hésitation arriva trop tard, car la nuit suivante, un incident se produisit à l'une des barrières de l'enclos, non une tentative d'évasion, mais un affaissement partiel provoqué par le poids combiné des animaux regroupés. Et cette brèche, bien que rapidement colmatée, renforça l'idée que l'ordre matériel lui-même commençait à céder, comme si la structure construite pour contenir la violence ne pouvait plus supporter l'équilibre nouveau qui s'y était installé. Et au matin du sixième jour, lorsque Tobias se mit à marcher lentement vers le centre de l'enclos, suivi par les 6 taureaux disposés derrière lui dans un alignement presque parfait, un silence absolu s'abattit sur le domaine, car ce qui se produisait sous leurs yeux n'était plus une anomalie isolée, mais une démonstration. Et chacun comprit, même sans pouvoir l'exprimer, que cette démonstration ne concernait pas seulement un homme et des bêtes, mais la fragilité même de toute autorité fondée uniquement sur la peur,
et que ce qui allait suivre ne pourrait plus être effacé par un simple ordre ou par le temps. Ce 6e jour marqua un point de non-retour, non parce qu'un acte spectaculaire s'y produisit immédiatement, mais parce que tout ce qui devait rester invisible fut désormais perçu comme tel par ceux qui regardaient. Et lorsque Tobias s'arrêta au centre de l'enclos, les 6 taureaux derrière lui formant une ligne presque symétrique, aucun cri ne s'éleva, aucun ordre ne fut donné, car le silence lui-même semblait imposer sa loi, et les hommes présents comprirent confusément que toute intervention brutale risquerait non seulement d'échouer, mais de révéler l'impuissance totale de celui qui commandait. Van Ardenne observa la scène à distance, refusant de s'approcher, car chaque pas vers l'enclos renforçait une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant, celle d'être étranger sur son propre domaine. Et cette sensation se mua rapidement en colère froide, car il percevait désormais Tobias non comme un homme soumis à une épreuve, mais comme un point fixe autour duquel tout s'organisait sans son consentement. Et ce renversement symbolique était pour lui plus intolérable que n'importe quelle insubordination ouverte. Au fil des heures, la posture des taureaux changea encore. Ils cessèrent de suivre Tobias comme une suite et commencèrent à se disposer autour de lui, non en cercle fermé, mais en une configuration qui laissait toujours un passage libre, un détail qui frappa plusieurs témoins, car il suggérait une forme de choix plutôt qu'une contrainte. Et ce détail, apparemment anodin, fut interprété par certains comme la preuve que la violence, lorsqu'elle est privée de peur, perd sa raison d'être, tandis que d'autres y virent un présage plus inquiétant, car un ordre fondé sur le consentement silencieux des forces réputées incontrôlables remettait en cause tout ce que l'on croyait savoir sur la domination humaine. Et ce malaise se propagea parmi les travailleurs, certains refusant désormais de regarder l'enclos, d'autres restant figés des heures durant, incapables de détourner le regard, comme si la scène exerçait une attraction qu'ils ne pouvaient expliquer. Et ce fut à ce moment que Van Ardenne, poussé par une nécessité désespérée de reprendre le contrôle, ordonna que l'on introduise une nouvelle variable, faisant amener 2 autres taureaux réputés encore plus agressifs, récemment acquis et n'ayant jamais été exposés à la présence humaine prolongée, persuadé que l'introduction de forces étrangères briserait l'équilibre fragile qui s'était instauré. Mais lorsque les nouveaux animaux furent lâchés dans l'enclos, l'effet recherché ne se produisit pas, car au lieu de provoquer le chaos, leur agitation initiale se dissipa progressivement au contact des autres bêtes, comme si un langage silencieux circulait entre elles. Et en moins d'1 heure, les 8 taureaux se déplacèrent à l'unisson, ajustant leurs mouvements aux ceux de Tobias. Et cette scène provoqua une onde de stupeur parmi les témoins, car elle suggérait que ce qui se produisait n'était pas le résultat d'un hasard ou d'une fatigue collective, mais l'expression d'une règle plus profonde, une règle que personne n'avait enseignée mais que tous semblaient reconnaître. Et Van Ardenne sentit alors que la situation lui échappait définitivement, car chaque tentative de manipulation ne faisait qu'élargir le phénomène. Et cette prise de conscience le conduisit à envisager de mesures plus radicales, non pour tuer Tobias, car sa mort aurait transformé l'histoire en martyr incontrôlable, mais pour effacer toute trace de ce qui se passait. Un projet qui commença à prendre forme dans son esprit, impliquant le déplacement nocturne de l'homme, la dispersion forcée des animaux et la destruction progressive des témoignages, ignorant que certaines choses, une fois vues par trop de regards, ne peuvent plus être effacées, car elles cessent d'appartenir à un lieu précis et deviennent un récit. Et ce récit, déjà, commençait à circuler au-delà des frontières du domaine, porté par ceux qui avaient compris que ce qu'ils avaient vu ne concernait pas seulement un homme enfermé avec des bêtes, mais une fissure irréversible dans l'illusion de contrôle sur laquelle reposait toute l'autorité du baron. La décision de Van Ardenne prit forme dans le secret, car il comprit que la seule manière de survivre politiquement et symboliquement à ce qui se déroulait dans l'enclos était de faire disparaître l'événement avant qu'il ne se transforme en certitude collective. Et cette nuit-là, tandis que le domaine semblait plongé dans un calme trompeur,
des ordres précis furent donnés à quelques hommes choisis, non pour leur loyauté morale, mais pour leur dépendance absolue. Ordre consistant à préparer le transfert discret de Tobias avant l'aube, à l'écart des regards, et à isoler progressivement les animaux afin de briser la continuité du phénomène. Mais même cette tentative de reprise de contrôle se heurta à une résistance inattendue, car à mesure que les hommes approchaient de l'enclos avec des torches et des chaînes, les taureaux se déplacèrent d'un seul mouvement, non de manière agressive, mais compacte, formant une barrière vivante entre Tobias et toute intrusion humaine. Et cette réaction coordonnée, silencieuse, sans la moindre charge ni mugissement, provoqua une panique que les hommes eurent du mal à contenir, car elle contredisait tout ce que l'on attendait d'animaux réputés incontrôlables. Et certains refusèrent d'avancer davantage, affirmant plus tard qu'ils avaient ressenti à cet instant une certitude écrasante, celle que franchir cette limite invisible aurait eu des conséquences irréversibles. Van Heerden, observant la scène à distance, comprit que la force brute ne suffirait plus. Et cette compréhension, loin de l'apaiser, le plongea dans une spirale de décisions de plus en plus erratique, car il voyait désormais son propre système se retourner contre lui, l'enclos n'étant plus un outil de domination, mais un miroir de son impuissance. Au lever du jour, la rumeur avait déjà franchi les limites du domaine, portée par des visiteurs de passage, des travailleurs saisonniers, et même quelques représentants locaux intrigués par des récits trop cohérents pour être de simples exagérations. Et cette attention extérieure accentua la pression, car toute intervention violente risquait désormais d'être observée, interprétée et transformée en preuve. Tobias, quant à lui, semblait avoir conscience du changement d'atmosphère, car ses mouvements devinrent encore plus mesurés, presque cérémoniels, et les animaux réagirent en conséquence, renforçant l'impression que ce qui se jouait là relevait moins d'un affrontement qu'un d'équilibre fragile. Et ce fut précisément cette impression qui conduisit Van Heerden à commettre l'erreur la plus grave de sa carrière, car convaincu que la seule façon de reprendre l'ascendant était de réintroduire la peur, il ordonna une démonstration publique destinée à briser l'image qui se construisait autour de Tobias, faisant amener des armes, des fouets et des chiens dressés, persuadé que l'irruption de la violence explicite ferait voler en éclats l'ordre silencieux observé jusque-là. Mais l'effet fut inverse, car la brutalité affichée ne provoqua ni chaos ni soumission, mais une réaction collective de retrait, les animaux refusant de charger, se regroupant davantage autour de Tobias, et même certains hommes détournant le regard, incapables d'assumer la rupture morale que cette violence impliquait désormais. Et cette scène, observée par trop de témoins pour être étouffée, transforma définitivement l'événement en symbole, car ce que les hommes avaient vu ne pouvait plus être réduit à une anomalie isolée, mais s'inscrivait désormais dans une mémoire collective prête à se transmettre, à se transformer et à réapparaître là où l'on tenterait à nouveau d'imposer la domination par la peur seule. L'aube suivante ne vit ni explosion de violence, ni résolution spectaculaire, mais quelque chose de plus inquiétant encore. Car lorsque les premières lumières révélèrent l'enclos, Tobias n'était plus au centre comme les jours précédents, il se tenait près de l'ouverture laissée volontairement dégagée par les taureaux, et ceux-ci, désormais au nombre de 8, étaient disposés derrière lui, sans tension apparente, comme s'ils attendaient non un ordre, mais une fin naturelle à ce qui avait été engagé. Et ce détail, insignifiant en apparence, fit comprendre à Van Heerden que le contrôle lui avait définitivement échappé, car l'homme qu'il avait voulu briser n'était plus enfermé, il était simplement présent, et cette présence suffisait à neutraliser tout le dispositif de domination patiemment construit. Le baron convoqua alors en urgence quelques représentants locaux, espérant transformer l'événement en démonstration rationnelle, en curiosité explicable, mais face à ce qu'ils virent, aucun ne trouva les mots nécessaires pour réduire la scène à un simple incident. Car l'absence totale de peur, tant chez l'homme que chez les bêtes, rendait toute explication simpliste dérisoire. Et dans ce malaise partagé, une décision tacite fut prise, non écrite, mais comprise par tous, mettre un terme à l'épisode sans tenter de le résoudre.
Tobias fut finalement autorisé à quitter l'enclos sans escorte armée, un choix dicté non par clémence, mais par la crainte que toute contrainte supplémentaire ne produise l'effet inverse, et les taureaux, contre toute attente, ne le suivirent pas au-delà de la limite, s'arrêtant net, comme si cette frontière avait toujours existé. Un dernier geste qui frappa durablement les témoins, car il suggérait que le lien n'était ni une soumission ni une possession, mais quelque chose de volontaire. Tobias quitta le domaine peu après, sans discours, sans revendication, et ceux qui tentèrent plus tard de retracer son parcours ne trouvèrent que des traces fragmentaires, des témoignages contradictoires évoquant sa présence dans différentes régions, parfois des décennies plus tard, toujours associés à des récits similaires, impliquant des animaux réputés dangereux, tandis que Van Heerden, lui, conserva son domaine, mais perdit progressivement ce qui faisait sa véritable puissance, car l'autorité fondée sur la peur ne survit jamais longtemps à la révélation de son inefficacité. Et les années suivantes virent son nom disparaître des cercles influents, remplacé par des murmures, des anecdotes, des avertissements transmis à voix basse. Et l'enclos fut finalement démonté, les bêtes vendues ou abattues, comme si effacer les structures matérielles pouvait faire disparaître ce qui s'y était produit. Mais l'histoire, elle, survécut, car elle ne dépendait plus d'un lieu précis, ni d'un nom officiel. Elle devint un récit transmis, modifié, parfois déformé, mais toujours centré sur la même idée troublante, celle qu'il existe des formes d'autorité qui ne se proclament pas, ne se justifient pas et ne cherchent pas à dominer, mais qui, par leur simple présence, révèlent la fragilité de tous les systèmes fondés sur la contrainte. Et c'est pour cette raison que ce récit, bien que relégué aux marges de l'histoire officielle, continue d'apparaître dans différentes régions du monde, sous différents noms, à des époques différentes, comme un rappel silencieux que certaines forces, lorsqu'on tente de les enfermer pour prouver sa puissance, finissent toujours par exposer ce que l'on cherchait le plus à simuler.